Nouveau journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le sit-in imminent de la CSTB relatif à 2 propositions de loi adossées à la fonction publique. Il est prévu pour avoir lieu demain jeudi devant l'Assemblée nationale, mais déjà la CSTB annonce la couleur. Le Burundi subit une épidémie de paludisme. L'annonce officielle a eu lieu ce lundi. Le fléau a touché près de 2 millions de personnes en 3 mois. Ces jours d'élection aux Pays-Bas, les Néerlandais élisent aujourd'hui leurs députés. Le Parti populaire libéral et démocrate et le Parti pour la liberté sont crédités respectivement de 24 à 28 sièges et de 19 à 22 sièges. Le mouvement syndical béninois en ébullition le 16 mars prochain. C'est sur l'esplanade du Palais des gouverneurs à l'Assemblée nationale que cela risque de se faire sentir. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin entend dénoncer ce jour-là par le moyen d'un sit-in, ce qu'il considère comme un projet de dilapidation des acquis des travailleurs à travers 2 propositions de loi prochainement en étude au Parlement. Carole Olaye, Damien Pédo. 2 propositions de loi sous-tendent le sitting qu'envisage organiser le jeudi 16 mars prochain la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Il s'agit d'une part de celle portant régime général d'emploi des collaborateurs de l'État et d'autre part de celle fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation de contrats de travail en République du Bénin. De nouvelles dispositions dont les contenus du point de vue de Paul Essay-Iko visent la destruction de la fonction publique par le gouvernement. C'est donc pour tirer la sonnette d'alarme et mettre en garde les élus du peuple qui auront à plancher sur ces différentes lois que la CSTB initie un sitting sur l'esplanade du Palais des gouverneurs, siège de l'Assemblée nationale. La première proposition de loi doit résoudre à M. Patrice Talon ce qu'il a dit en France. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et là, il s'est bien entendu avec le président Hollande pour que on nous déverse de la France et peut-être d'autres pays européens, n'est-ce pas, des expatriés pour travailler dans notre fonction publique. Ces lois qui vont être votées, ce n'est pas pour le bien-être des travailleurs, ni d'aujourd'hui, ni pour la postérité. Après avoir peint en noir la situation socio-économique des Béninois, Paul Essay-Iko évoque ici les conséquences probables du vote de cette proposition de loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. C'est très grave. Grave pour ceux qui sont dans le secteur privé, grave pour ceux qui sont dans le secteur public. Le Code du travail existe, il y a des textes qui existent, il y a à redire par rapport à ça. Mais il ne faut pas qu'on aille voter une loi sans en avoir discuté avec les travailleurs du secteur public comme du secteur privé pour permettre et continuer de permettre aux patrons privés de licencier à volo nos travailleurs. Pour la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, cette lutte est une lutte commune pour la défense des droits acquis. Elle invite donc tous les Béninois et surtout les autres organisations syndicales à prendre part au sit-in du jeudi 16 mars prochain. Reste à savoir si cet appel sera suivi. La Journée internationale des droits des femmes, les travailleuses du ministère de la Justice ne pouvaient ne pas la célébrer. C'est hier qu'elles l'ont vécu en différé. Occasion pour ces femmes d'avoir des échanges sur la situation de la femme au Bénin. Mori Agua, Frédéric Fios. Les femmes du ministère de la Justice et de la Législation ne sont pas restées en marge de la célébration de cette 22e journée internationale de la femme. Elles ont initié à cet effet une activité d'échange et de partage d'idées sur la situation des femmes dans le monde en général et au Bénin en particulier. C'est le directeur de cabinet Sartuné Afaton, représentant le garde des Sceaux, qui a procédé au lancement des activités. Au plan national, le thème retenu est « Autonomisation socio-économique des femmes ».
un pas vers le développement du Bénin. Ceci pour attirer notre attention sur les inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes dans notre pays. En effet, d'après les résultats du RGPH4 publié en 2016, il ressort que les femmes au Bénin, environ 51,2% de la population béninoise totale, comptent plus de 70% des analphabètes. Des mesures s'imposent donc pour l'amélioration de la situation de la femme dans la société béninoise. C'est l'occasion pour le directeur de cabinet de réaffirmer l'engagement du ministère de la Justice à suivre la mise en œuvre des projets du gouvernement porteurs d'espérance pour les femmes. La lutte contre la pauvreté et les vulnérabilités de tout genre restera la priorité des priorités politiques et stratégiques de développement de notre pays. Avant de terminer mes propos, je voudrais adresser mes félicitations au comité d'organisation de cette journée à travers la cellule genre et développement du ministère. Je voudrais vous souhaiter aussi des échanges féconds et une bonne fête aux femmes. Les femmes du ministère de la Justice ont ensuite eu droit à 2 communications, la première sur l'approche conceptuelle genre et la seconde sur l'autonomisation socio-économique des femmes. Les dites communications ont été suivies d'apports et de questions des participants. Cette célébration de la Journée internationale de la femme au ministère de la Justice restera gravée dans les mémoires. Et vous entendiez les thèmes objets des communications de la Journée internationale des droits des femmes au ministère de la Justice et de la législation. Ce sont l'approche conceptuelle du genre et l'autonomisation socio-économique des femmes, des thèmes dont les choix s'expliquent aisément, en tout cas pour la directrice de la programmation et de la prospective du dit ministère. On l'écoute. En termes d'échange, nous pouvons noter en fait que les questions de genre sont des thèmes de développement. Parce que le genre, c'est quoi? Le genre, c'est la différenciation entre hommes et femmes, mais plutôt en fait un accent est mis sur les rôles que joue la femme et l'homme et surtout le déséquilibre qu'on observe. Et en fait, pour nous, il faut donner des opportunités à la couche vulnérable. La couche vulnérable, elle peut être en fait l'homme ou la femme. Ça dépend des constats faits, des constats du moment. Mais en général, nous constatons qu'en fait que ce déséquilibre est toujours du côté de la femme. Et pour nous, tant qu'il y aura déséquilibre, aussi bien du côté de la femme que de l'homme, il y a à agir. Parce que les deux, c'est-à-dire et l'homme et la femme, ont leur amour à dire dans la cité pour le développement de la nation. Et je crois que le Bénin révélé a besoin de tous les bras valides de ce pays. Et en tant que bras valides, nous savons que les femmes sont au cœur du programme d'action du gouvernement, surtout au niveau du pilier 3. Je crois que la question de l'autonomisation par rapport à la deuxième communication est plus que d'actualité. Parce que l'autonomisation, c'est quoi? C'est pouvoir permettre à la femme d'avoir un accès et un contrôle aux ressources. Nous constatons que certaines, avec le code de la famille, certaines ont un accès. Mais toutes n'ont pas un contrôle. À quoi sert d'avoir un accès et ne pas avoir le contrôle? Parce que le contrôle est capital. Le contrôle permet à la femme de se prendre en charge, de ne pas attendre nécessairement le mari pour satisfaire à ses propres besoins et aux besoins du ménage. Puisqu'il est à noter que la femme reste plus au ménage que la femme, que l'homme. Et donc pour ça, l'autonomisation socio-économique de la femme devrait être en fait un point de réflexion pour nous, pour permettre véritablement que l'accent soit mis nécessairement sur des projets porteurs pour les femmes, certainement les femmes analphabètes. Et maintenant, par rapport aux femmes déjà alphabétisées ou scolarisées, qu'elles se prennent en charge pour pouvoir occuper des postes de responsabilité. Parce que quand vous n'êtes pas là où on décide, c'est qu'on décide contre vous. On s'intéresse maintenant à une récente décision de la Cour constitutionnelle. Vous le savez, le juge constitutionnel a récemment rejeté la loi portant cadre juridique du partenariat public-privé au Bénin. Il n'en fallait pas plus pour qu'on entende dans l'opinion publique parler de violation de la Constitution du 11 décembre 1990. Est-ce vraiment cela? Que comprendre de la décision de la Cour constitutionnelle? Réponse dans ce sujet, Doracia Diodi. La loi 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé votée le 11 octobre 2016 et promulguée le 24 octobre de la même année par le président de la République ne sera pas applicable en l'état. Telle est la décision de la Cour constitutionnelle du 23 février 2017. Mais au lendemain de cette décision DCC 17-039, une confusion naît au sein de l'opinion. Le juge constitutionnel, dans sa démarche, n'a pas dit que la loi est contraire à la Constitution.
Mais le juge constitutionnel a dit qu'il y a eu vice au niveau de la procédure de promulgation de la loi. Alors, qu'est-ce que la loi dit pour la procédure? Il faudrait qu'au regard de l'article 117 de la Constitution, soumettre au juge constitutionnel et de façon obligatoire toutes les lois avant leur promulgation. Et c'est ça, en droit constitutionnel, on parle du contrôle a priori de la loi. Et dans ce contrôle a priori, c'est soit le président de la République ou soit n'importe quel député qui a la possibilité de traduire cette loi devant le juge constitutionnel pour contrôle de conformité. La loi sur le partenariat public-privé n'est donc pas contraire à la Constitution, mais cette décision de la Cour constitutionnelle produit des effets juridiques. Le juge dit qu'en l'état, la loi ne peut pas être mise en application. Cela voudrait dire que la décision du juge constitutionnel n'annule pas l'adoption, l'étape de l'adoption qu'il y a eu au Parlement. Et donc, la loi est là, mais ne peut pas être appliquée. Et donc, l'effet que ça devrait avoir sur la loi elle-même, c'est que la loi devrait être réintroduite devant le juge constitutionnel pour le contrôle a priori. Si c'était que la décision disait que la loi a violé la Constitution, c'est que la loi repart au Parlement pour une nouvelle adoption. Les effets juridiques pourraient également porter sur les actes pris par le gouvernement sur la base de cette loi. Il se pose alors la question de la rétroactivité de la décision DCC 17-039. Les effets des actes pris en amont sur la base de cette loi. C'est là que la question devient très ambiguë. Parce que dans une première démarche et dans une première lecture, on pourrait dire que tout acte pris en fonction de cette loi devient des actes inexistants. Mais il faut reconnaître que puisque la loi a été votée, promulguée et donc mise en vigueur, la loi a existé. Et on a dû poser des actes au regard de cette loi. Mais je ne pense pas que le juge puisse aller dans un autre sens. Le juge devrait pouvoir dire que les actes pris au regard d'une loi qui n'est pas régulièrement mise en vigueur, les actes devraient, à mon avis, être purement et simplement annulés. Reste désormais au gouvernement à envoyer la loi sur le partenariat public-privé auprès du juge constitutionnel pour un contrôle de constitutionnalité avant une nouvelle promulgation. Place à présent au débat en cours actuellement au Bénin, celui relatif au projet de révision de la Constitution béninoise de 90, un débat qui accorde peu de place au consensus national. Pourtant, c'est une notion qui a toute son importance dans un processus de révision de la Constitution. Suivez ce sujet, vous comprendrez pourquoi. L'année 2017 pourrait être celle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. C'est du moins l'ambition du gouvernement de Patrice Talon. Mais face à cette volonté se trouve un possible obstacle, la décision DCC 06-014 du 8 juillet 2006 qui avait déclaré la révision de la Constitution en date du 23 juin 2006 contraire à la Constitution d'origine, évoquant l'absence d'un consensus national. Que comprendre de ce principe auquel le juge constitutionnel a accordé une valeur constitutionnelle? Non, c'est une notion qui est floue, c'est une notion qui n'est pas précise, c'est une notion qui est constitutionnellement même non identifiée. Parce que nulle part dans la Constitution, vous n'allez voir écrit consensus national. C'est vrai qu'il y a des décisions qui sont venues après, notamment en 2010, où la Cour a essayé quelque peu d'expliquer ce principe à valeur constitutionnelle, pour dire que le principe à valeur constitutionnelle ne veut pas dire qu'il faut l'unanimisme, mais qu'il faut que le plus grand nombre soit associé à la prise de décision. Dans le contexte politique actuel du Bénin, comment atteindre ce consensus national? Oui, pour moi, le consensus national consisterait d'abord à vulgariser le projet de loi de révision, pour que tous les citoyens sachent que voilà dans la direction dans laquelle on voudrait aller désormais. Et en dehors de cela, il faut qu'il y ait un débat national. Dans tous les lieux, dans tous les cercles, on peut faire des débats par rapport à la révision. Il faut faire ce débat-là à l'université, dans les télévisions, à la radio. On a la chance aujourd'hui, il y a beaucoup de radios. Et donc, les radios, même en langue nationale,
vous soulevez le débat et les citoyens vont s'exprimer. Mais pourquoi voulez-vous modifier sans leur avis ce consensus au point où vous voulez leur imposer désormais un mandat unique? Pourquoi? C'est ça ce qui est incompréhensible dans l'histoire. Si vous choisissez de revenir sur un consensus qu'ils ont adopté, venez les voir, expliquez-leur. Le gouvernement gagnerait donc à rendre assez tôt disponible le projet de révision de la loi fondamentale. On n'a que 83 députés sur 10 millions d'habitants. C'est vrai, les députés sont nos représentants, nous sommes dans une démocratie représentative, mais on ne peut pas dire que c'est seulement au niveau des députés que le débat se fera. Quand même, il faut que le débat se fasse, pas seulement à l'Assemblée, mais avant l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je crois même que c'est avant le dépôt du projet que le gouvernement devrait vulgariser le projet et faire organiser ces débats-là. Si le vote parlementaire peut être contesté, quant au consensus national qui s'en dégage ou non, la voie référendaire semble être inattaquable. Oui, si le peuple vote à l'unanimité, alors là, ça veut dire que le consensus est acquis. Oui, parce que nous sommes dans une démocratie représentative et c'est la voix de la majorité qui l'emporte. Si c'est le peuple même qui se prononce en toute souveraineté, là, le consensus, de mon point de vue, est établi. Par voie référendaire ou parlementaire, le consensus national reste en définitive une épée de Damoclès qui plane sur la tête des révisionnistes et même du projet de révision de la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Oui, si le principe du consensus national n'est pas respecté et qu'on va jusqu'au bout de la révision et que dans les faits, c'est montrer que le consensus n'est pas réalisé, la Cour actuelle peut rejeter, n'est-ce pas, la révision de la Constitution. Parce que la Cour est liée par sa propre jurisprudence. Et la révision de la Constitution au Bénin rime souvent avec opposition des Béninois. Le phénomène est devenu si récurrent qu'il suscite aisément une analyse. C'est le professeur Victor Tokpanou qui a accepté de répondre à nos questions. Je vous propose de l'écouter. Je m'amuse souvent à dire que les élites béninoises intellectuelles et politiques sont atteintes de ce que j'appelle la constitutionnite. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont adopté leur constitution en 1990, il n'y a pas eu une seule période où il n'y a pas eu un débat sur la révision de la constitution. C'est-à-dire qu'à peine même adopté, que déjà on a commencé par parler de sa révision. Je vous ai répondu dans la première partie. Pourquoi est-ce qu'on veut réviser? On ne le sait pas. Et parce qu'on ne le sait pas, ou en tout cas parce que ceux qui ont l'initiative de la révision ne le disent pas de façon claire, simple, nette, pour emporter l'adhésion des citoyens, parce qu'ils ne savent pas le faire, les gens les soupçonnent. Et donc, sous Yahi Boni, le motif principal de l'opposition, qu'il s'agisse de l'opposition venant des élites intellectuelles et politiques ou même de la part des populations, on peut dire que c'est une opposition de soupçon. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une opposition? Il y a une opposition désormais parce que le vrai débat est exigé. Pourquoi on veut réviser? On n'a pas les arguments convaincants. Actualité en dehors du Bénin, le Burundi fait face à une épidémie de paludisme. L'annonce officielle a été faite ce lundi. Œuvre de la ministre de la Santé du pays, elle révèle que près de 2 millions de personnes ont été touchées par la maladie en 3 mois. Les premiers de l'année 2017, c'est une hausse de 13% par rapport à un dernier bilan publié. L'épidémie serait due aux effets combinés du réchauffement climatique, de l'extension de la riziculture et de la crise alimentaire qui pousse les personnes à se déplacer, le paludisme touchant des zones jusque-là épargnées. La ministre de la Santé a annoncé également un plan de riposte à hauteur de 19 milliards 140 millions de francs CFA environ. Un acte de piraterie a été noté, piraterie maritime bien sûr, a été noté au large de la côte nord de la Somalie ce lundi 13 mars. Un pétrolier a ainsi été détourné par des hommes armés. Les circonstances de l'acte restent encore floues. Le bateau transportait du pétrole de Djibouti vers Mogadiscio en Somalie. Les Néerlandais élisent aujourd'hui leurs députés. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 6h30 GMT. Le Parti populaire libéral et démocrate et le Parti pour la liberté sont, je vous le disais, crédités de 24 à 28 sièges
et de 19 à 22 sièges sur les 150 que compte la Chambre basse du Parlement néerlandais. La Grande-Bretagne peut maintenant enclencher son processus de sortie de l'Union européenne. Elle a reçu le feu vert du Parlement britannique à cet effet. Le dernier obstacle est enfin levé. Le Parlement britannique donne son accord au déclenchement du Brexit sans condition. La Première ministre Theresa May devrait maintenant informer ses partenaires européens avant la fin du mois. Ce n'est pas le moment de faire de la politique un jeu ou de créer de l'incertitude. Il faut rassembler notre pays, honorer la volonté des Britanniques et façonner pour lui un avenir meilleur et une meilleure Grande-Bretagne. Theresa May a dû livrer bataille au Parlement et à la Cour suprême pour pouvoir lancer les négociations avec l'UE. Et quelques heures avant le vote des députés, la Première ministre écossaise l'a prise de vitesse en annonçant sa décision de demander un nouveau référendum d'indépendance. Je vais donc faire le nécessaire pour m'assurer que l'Écosse aura un choix à faire à la fin de ce processus. Un choix entre suivre le Royaume-Uni dans un Brexit dur ou devenir un pays indépendant, capable de s'assurer d'un partenariat à égalité avec le Royaume-Uni et l'Europe. Car en juin, l'Écosse a voté à 62% pour rester dans l'Union européenne. C'est un nouveau front qui s'ouvre pour la Première ministre britannique, alors qu'elle a bientôt rendez-vous avec les 27 États membres à Bruxelles. Il y aura une bataille politique très compliquée entre les Britanniques qui veulent diviser pour régner et Angela Merkel, les Allemands, la Commission européenne qui eux veulent garder un front uni pour ne pas être divisés. Et pour montrer sa force, Theresa May n'hésite pas à parler de Brexit dur. La facture de sortie de l'Union européenne risque d'être salée, entre 40 et 60 milliards d'euros. Le coût d'un divorce après 40 ans de mariage sans amour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur d'autres sites internet, benin-edel.tv.